monde extérieur pour calmer le monde intérieur. C'est ce que nous propose le professeur Bruno Gebner, qui est psychiatre, spécialiste de l'autisme et président de la fédération Autisme Vie Entière. Il est aussi chercheur au CNRS à la faculté de médecine Marseille-Nord, chargé d'enseignement à Aix-Marseille Université et à l'université Paris 7. Dans ses travaux, le professeur Bruno Gebner montre le bénéfice du ralentissement des informations audiovisuelles sur l'attention au visage d'autrui, la compréhension verbale, la communication sociale et le comportement des enfants autistes. Je lui laisse la parole. Bien, merci de nouveau une deuxième fois. Donc on dit bis repetita non placent. Bon, j'espère que ça va quand même passer. Donc effectivement, chercheur associé depuis peu au laboratoire NICN, j'ai changé de laboratoire, où nous nous occupons d'analyse génomique, protéomique et épigénétique à partir de cellules souches olfactives extraites dans la muqueuse nasale d'adultes autistes. Donc c'est un autre projet de recherche qu'on mène depuis déjà plusieurs années. Et je vais vous parler donc là seulement du bénéfice de ralentir le monde. On commence par les descriptions de Léo Kanner. On retrouve des choses assez similaires chez les enfants décrits par Hans Asperger. Donald a pris la manie de faire tourner des cubes ainsi que des casseroles et d'autres objets. Donc ils n'ont pas de fonction à être mobiles. Il déambulait aussi en souriant, en faisant des mouvements stéréotypés, des doigts qu'il croisait en l'air. Il secouait la tête de gauche à droite en murmurant ou en fredonnant le même air sur 3 notes. Il y avait également d'interminables rituels verbaux qui revenaient toute la journée. Il paraissait constamment répéter comme un perroquet ce qui lui avait été dit, ou à un moment ou à un autre. À 1 an, Donald fredonnait et chantait de nombreux airs sans erreur, et à l'âge de 2 ans, il avait une mémoire inhabituelle des visages et des noms. Donc, d'emblée, on est confronté à un puzzle assez complexe de déficits, de particularités et de compétences parfois hors normes, supérieures à la norme. Chose qui est intéressante, c'est que ces compétences hors normes, dans certains domaines, des îlots de compétences, comme appelait ça Yoda Free, ne sont pas l'apanage des personnes qui ont un syndrome d'Asperger. Toutes les personnes autistes, même sévères, mais il faut aller les chercher, ont des compétences hors normes et les développent à travers leurs stéréotypies, leurs intérêts restreints, etc. Du côté des films familiaux, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Les équipes de Dominique Sauvage à Tours, qui a passé le relais à des plus jeunes, l'équipe de Title Palm aux États-Unis, de Dawson aux États-Unis aussi, et de Muratori en Italie, que chez les enfants autistes qui ont un syndrome autistique, on va dire, qui évolue d'un seul tenant depuis le début de la vie, il y a également des autismes dits régressifs, donc qui apparaissent dans la seconde année, mais chez les enfants qui ont un autisme qui évolue donc depuis la première année, on peut observer quand on est clinicien averti, dès les premières semaines ou dès le premier semestre, des anomalies du regard, des défauts de contact visuel, de contact par le regard, de défauts de poursuite oculaire des objets ou des personnes en mouvement. Dans le premier semestre aussi, du côté auditif, des défauts de réaction, d'orientation à l'appel du prénom, c'est pas toujours aussi tardif que ce qui a été dit ce matin, ça peut être très très précoce, peu d'intérêt pour les jouets sonores ou en mouvement, et une absence ou un retard d'attitude anticipatrice, une absence ou un défaut d'ajustement postural du bébé dans les bras de sa maman, du caretaker, du papa aussi. Second semestre, apparaissent des choses qui n'existent généralement pas chez les enfants qui ont un développement typique. C'est ça a été dit ce matin, une latence prolongée de désengagement de l'attention visuelle ou sonore, cette difficulté de déplacer son attention, c'est-à-dire qu'ils ont une surattention sur certains domaines, une attention tunnel, focalisée, ce qui donne l'impression qu'ils ne sont pas là. En fait, ils sont tellement absorbés par ce qu'ils sont en train de faire qu'ils ont du mal à déployer leur attention vers l'extérieur, vers une autre source d'intérêt. Des intérêts particuliers pour les mains, les détails, les formes statiques, et une classique iconographie des enfants autistes, ces autostimulations sensorimotrices, des balancements, des jeux de doigts, de mains, devant les yeux, et d'autres encore. Dans la fin de la première année ou la deuxième année, donc c'est
défauts d'attention aux personnes, avec un regard périphérique, évitant, ses défauts de sourire, d'expression faciale, des défauts de contact avec les personnes, tout ça maintenant est bien connu et permet de faire des dépistages de plus en plus précoces, et donc, comme je le disais, d'améliorer le pronostic de l'autisme, non pas de l'autisme au regard de la situation en France, et je me garderai, j'ai dit à Christine Philippe, de faire des pronostics, mais sous la pression quand même des familles. Parfois on est un peu obligé, hein, diagnostic, pronostic, c'est quand même la démarche médicale, donc ni par excès d'optimisme, mais ni par défaut d'optimisme non plus. Autrement dit, ce qui a l'air de se passer, c'est que la vision du mouvement est initialement peu investie, voire souvent, le plus souvent évitée, et probablement liée à une hypersensibilité et donc à une aversion pour les mouvements, et notamment, on va le voir, les mouvements rapides. Puis cet évitement visuel est parfois suivi d'une tendance à s'auto-stimuler le corps propre, des balancements, de bouger des objets, les faire tournoyer, ou d'être intéressé par des machines à laver, des ventilateurs, etc. Et ce que je disais ce matin, ces espèces d'intérêts restreints et stéréotypés peuvent avoir une véritable fonction d'entraînement, d'auto-rééducation et de compensation de déficits qui sont déjà présents et que l'enfant donc essaie de compenser. En parallèle, il semble bien que l'intérêt et l'attention pour les formes statiques soient accrus, l'attention de l'enfant soit calée sur chaque détail visuel ou sonore, ce qui prend du temps et ce qui se fait au détriment d'une vitesse de traitement d'information qui est ralentie pour tout ce qui est information globale, configurale, c'est-à-dire les relations spatiales entre les éléments, et contextuelle, le contexte émotionnel, social, tenir compte de tous les aspects, parce que chaque détail est pris isolément et ça prend du temps de les réunir. On a par exemple cet autiste célèbre, Stephen Wiltshire, qui a une mémoire photographique, hein, puisqu'il peut survoler des villes et les dessiner de mémoire une fois retourné sur Terre avec une prise de position, une prise du stylo qui est légèrement dyspraxique, vous pouvez le voir. Sauf que des éléments statiques qui ne bougent pas, c'est pas la même chose qu'un visage qui est tout le temps en mouvement et qu'il est difficile parfois de saisir pour les personnes autistes. On va le voir avec Daniel Tammet, que tout le monde connaît, qui est célébrissime. Pour moi, ce sont les visages qui posent problème, même ceux de personnes que je connais depuis des années. Réfléchissez un instant à la complexité de chaque visage humain, pas seulement aux nombreux petits détails personnels qu'il compose, mais aussi à l'instabilité de ces traits qui sont continuellement en mouvement. C'est-à-dire qu'il nous donne une piste très sérieuse pour comprendre les difficultés à saisir les aspects émotionnels des visages et même non émotionnels. Du point de vue du langage, il dit qu'une amie à lui parlait très vite, ça c'était quand il était enfant, et parfois je la trouvais difficile à suivre. D'une certaine façon, la succession des questions avait quelque chose d'intrusif, comme le bloc continu de la pluie sur mon crâne, et il me fallait du temps pour lui répondre. Au niveau du traitement des détails et du temps que ça prend, Van Dalen, qui se dit être une personne légèrement autiste, a écrit « Le phénomène du temps est relatif et fortement lié au nombre d'entités distinctes et traitées. Pour moi, le temps semble s'écouler rapidement, ça va trop vite pour lui, ou en d'autres termes, aux yeux d'une personne non autiste, je parais vivre au ralenti, être lente. Pendant une certaine période de temps, un non-autiste peut digérer plus de perceptions que moi, car je suis contraint de digérer chaque objet morceau par morceau, détail par détail. » Un adulte autiste qu'on accompagne au SAMSAD, qui fait des magnifiques reproductions de tableaux de notre belle Provence, dans la mer, dit il avait du mal à comprendre, il fallait suivre son rythme, il était lent, tout est lent chez lui, je lui expliquais les choses lentement et il avait du mal à me regarder. Et ce jeune homme explique pourquoi tu avais du mal à regarder, et notamment dans les yeux. Je baissais les yeux, j'avais plein de messages dans les yeux et ça allait trop vite. Un adolescent qui a un trouble du spectre aussi léger, quelques troubles associés, anxiété, TDAH, des TOC, qui est passionné de toboggans aquatiques, dit « C'est difficile le collège, il y a beaucoup d'informations, parfois j'arrive plus à suivre, ça va beaucoup trop vite. Le temps passe vite, 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 il va trop vite, je n'ai jamais le temps. » Une
personne qu'on connaît de la rapide dit « Ma fille a toujours un problème avec le mouvement, elle a peur quand les gens s'approchent trop vite et trop près d'elle. Elle évite toutes les situations où les choses vont vite. Moi-même, lorsque je dois conduire une voiture, je n'excède jamais 70 km/h. Là, je me sens mal, si bien que tout le monde me klaxonne. Ma mère n'a jamais conduit une voiture car elle ressent le même inconfort, mais à un degré plus important. Elle ne supporte pas de rouler à une vitesse supérieure à 40 km/h. Pour la même raison, elle ne regarde jamais la télévision, ne va jamais au cinéma car tout va trop vite. Et de fait, le monde s'accélère autour de nous. » Katia, une autre adulte Asperger qu'on suit au SAMSA, a écrit spontanément « Ma pensée est trop rapide, plus rapide que ma capacité à la formuler et à la mettre en mots. » Cette précocité, cette vivacité individuelle. Il me faut tant de temps pour coller des mots sur des impressions fugitives que je suis frappé d'amnésie quand je tente de les formuler. J'ai l'impression d'un décalage temporel. Est-ce moi qui suis lente ou les autres trop rapides? Cela, en tout cas, me rend extrêmement triste de contempler une telle barrière. J'aimerais qu'il y ait un bouton stop quelque part que je puisse presser pour laisser mon cerveau se rafraîchir et lui faire cesser cette galopade absurde contre le temps. Donc c'est une papivore, elle dévore les livres, elle a un sacristie, une belle plume, et elle essaie d'expliquer ça à sa façon assez poétique. Temple Grandin, évidemment, que tout le monde connaît, qui a recueilli des centaines de témoignages d'adultes autistes, explique: un autiste a raconté qu'il était difficile de regarder les yeux de quelqu'un parce qu'il n'était jamais immobile, il change tout le temps. C'est des mouvements oculaires qui sont les plus rapides mouvements biologiques dans l'espèce humaine. La formation d'images altérées explique peut-être la préférence de certains autistes pour la vision périphérique. Ceux-ci reçoivent probablement des informations plus fiables quand ils regardent du coin de l'œil. On pourra expliquer pourquoi. Il disait, dans son continuum autistique, que les déficiences mineures du traitement des informations renforçaient mon attirance pour certains stimuli. J'adorais regarder les portes coulissantes des supermarchés ou des aéroports, qui auraient effrayé ou fait fuir un autre enfant atteint d'anomalies plus sévères. Et elle dit dans son dernier livre: j'avais du mal à entendre les consonnes comme le C de cup, tasse en anglais. Lorsque les adultes parlaient vite, je n'entendais que les voyelles. Je croyais qu'ils avaient un langage spécifique. Mais en parlant lentement, mon orthophonisme m'aida à entendre les consonnes occlusives. Il se trouve que les voyelles durent plus longtemps que les consonnes. Donc, s'il y a un problème de traitement d'informations, des informations rapides, il y aura plus de risques de ne pas entendre les consonnes, alors que les voyelles, il peut y avoir le bon nombre de phonèmes A, O, O, A, mais pas les consonnes. Donna Williams aussi, que tout le monde connaît, écrit: le changement perpétuel qu'il fallait affronter partout ne me donnait jamais le temps de me préparer. Il me fallut trouver un biais pour ralentir les choses afin de m'accorder le temps de négocier avec elles. L'un des procédés qui permettait de ralentir le monde, c'était de cligner les yeux ou fermer et allumer alternativement la lumière rapidement. C'est pas juste avec ces témoignages, mais avec aussi une dizaine d'années de recherche dont je vais vous faire grâce, il faut aussi le temps, et pour passer à l'essentiel, le monde environnant est trop rapide pour de nombreux enfants autistes, apparemment, dans la réalité, d'après les recherches expérimentales, d'après les témoignages de ceux qui peuvent exprimer leurs difficultés. Ce de manière précoce, encore souvent à l'âge adulte, dans plusieurs ou une modalité sensorielle, visuelle, auditive, tactile, proprioceptive, sont à un gradient d'intensité qui semble proportionnel au degré de sévérité d'autisme, confère Temple Grandin, et par dissociation initiale et probablement surcompensation, tout ce qui est statique, les singularités, les chiffres, les lettres, les notes, avec une oreille absolue qu'ont parfois les autistes, sont surinvestis. On appelle ça un surfonctionnement attentionnel, perceptif, mais aussi mnésique, les travaux de Fried, Appé et Motron. Et une autre dissociation qui est intéressante, on l'a évoqué ce matin, c'est l'empathie versus, capacité d'empathie versus de systématiser, c'est la théorie de Baron Cohen, à laquelle je préfère, mais qui, dans la clinique, me paraît extrêmement pertinente, c'est la théorie du déséquilibre de l'empathie. Empathy Imbalance, d'Adam Smith, qui est un psychologue anglo-saxon, écossais je crois, qui fait part d'un excès chez les enfants autistes, les adultes autistes, un excès d'empathie émotionnelle. Ils sont en fait hypersensibles et
très perméable aux émotions des autres. Par contre, la construction cognitive, du prendre soin de l'autre, de comprendre les intentions de l'autre, là, ils sont beaucoup plus en difficulté. Cette approche aussi est compatible avec l'hyperréactivité aux changements visuels et sonores, dont il a été fait mention ce matin, les travaux de Gomo, et compatible avec la théorie du monde intense, neurobiologiste suisse, Marc Ram, et collaborateur, qui signifie que le monde serait trop fortement surchargeant et qu'ils ont des hyper-compétences attentionnelles, une hyper-saturation émotionnelle, des hypermnésies, etc., tout en hyper. Ça ne permet pas de tout expliquer, notamment certaines hyposensibilités, à moins que ce soit évidemment secondaire à une hypersensibilité. Mais voilà, même au niveau neurobiologique, tout ne peut pas être expliqué, mais ça permet de prendre en compte énormément d'informations, de données cliniques, évidemment expérimentales, neurobiologiques, etc. Pour ce qui est de revenir donc à notre approche, cette perception de l'espace et du temps qui est différente peut se décliner de cette façon assez rapidement. Un désordre du traitement qu'on appelle du traitement temporel et spatial va affecter la perception de flux sonores, par exemple le flux verbal, de flux dynamique visuel, du flux proprioceptif qui vient de la perception par les os, les articulations et musculaires, qui sont modifiés lors du mouvement, de la locomotion, qui aboutissent à des problèmes de traitement d'information, alors comme ici, catégorisation des phonèmes, difficulté à comprendre et traiter les mouvements du visage et du corps, les mouvements biologiques, à planifier l'action, et cette focalisation sur les détails visuels, statiques ou sonores, qui aboutissent donc aux symptômes de l'autisme qui sont connus, les problèmes de langage, les capacités graphiques et de mémoire spatiale accrues chez certains, les difficultés à comprendre, à imiter et les troubles moteurs. Une représentation en 3D, voire en 4D, c'est-à-dire qu'initialement il y aurait ces problèmes de traitement d'information qui aboutissent en cascade à différentes anomalies qui se combinent entre elles. C'est un peu compliqué à lire, mais l'explication est dans les articles, dans le livre aussi. Depuis 2010, on est impliqué avec Carole Tardif, qui est prof de psychologie à l'université d'Aix-Marseille, et des étudiants en psycho ou en neurosciences. On est attaché à mesurer l'impact du ralentissement des signaux visuels et sonores sur le comportement, la communication et les interactions. On a d'abord développé une interface logicielle qui permet de ralentir de manière automatique et synchrone signaux visuels et sonores sans déformation de la fréquence de la voix. Et on s'est attaché depuis 2010 à tester l'utilisation de ce logiciel dans différents contextes, soit au domicile, hôpital de jour, ou par des orthophonistes, et selon différents protocoles. On a été subsidié donc, par la région PACA, la Fondation de France et le ministère de l'Éducation nationale, bon, merci bien, et Aix-Marseille Université. On a abouti donc en 2009-2010 à créer cette plateforme donc, dont je vous parle un petit peu plus tard, donc qui permet de mettre dans la liste de lecture tous les films, les séquences audiovisuelles que vous voulez, et qui permet donc d'augmenter ou de diminuer la vitesse ici avec des paliers de 5 ou de 10%. On a également, grâce à ce soutien du ministère de l'Éducation nationale, développé le logiciel de ralentissement sur tablette graphique, que ce soit un iPad ou une tablette Android, et qui est avec un environnement très simplifié et très convivial du support audiovisuel. Les exemples de support matériel qu'on a utilisés, ce sont des émotions à reconnaître, ce sont des intentions à attribuer, des mouvements ou des gestes à imiter, des consignes simples ou doubles à reconnaître et à exécuter, ou des compréhensions de séquences de dessins animés. Et puis, en fait, les supports sont quasi infinis, puisque le Logiral sur PC peut lire à peu près tous les formats audiovisuels.
On a les premiers résultats d'une étude menée en 2012, donc enfants qui ont été vus individuellement lors de séances d'1 heure hebdomadaire à domicile. Et à chaque séance, l'enfant avait soit la présentation d'une séquence ou d'une consigne avec ou sans le giral, et on a montré donc par exemple, avec le ralenti, il y avait un meilleur score attentionnel sur le matériel. Bon, ça, c'est pas encore publié, donc il n'y a pas, les variances et les significativités, mais enfin, il y avait un très net bénéfice aussi, par exemple, dans les scores de bonnes réponses à des questions portant sur des scènes de dessin animé, vues sans, avec ralenti. Les performances étaient nettement meilleures avec le ralenti et avec des résultats contrastés selon les enfants. Alors, je vais vous montrer, si ça veut bien marcher, une séquence d'un enfant qui voit une série de petites vidéos pour illustrer ça. Il voit une séquence du Roi Lion qui est présentée au ralenti. À son insu, on va mettre la vitesse de référence, la vitesse ordinaire, et puis ensuite on ralentit de nouveau. Ah. Alors ça doit bien passer. Ralenti à 70%. Là, c'est plus en rapport avec ce qu'on observe chez beaucoup plus d'enfants, c'est là chez un adolescent d'une quinzaine d'années qui a très peu de langage verbal et qui signe en maquettant ses réponses. On va voir, on met sans ralenti puis au ralenti. Armoire. C'est armoire. Il entend aboire ou arrosoir. C'est pas arrosoir. Non, c'est pas ça. On le remet? On te le remet, c'est pas grave. Tu écoutes bien, hein? Armoire. Bien, super, bravo, bravo, très très bien. Impeccable. Donc il y a la psychologue qui teste l'enfant et puis il y avait la maman là qu'on entend aussi. Une autre séquence de compréhension verbale. Oui, bien. Bravo. Bravo. Le coude. Là, vous voyez qu'il redit le coup, il y a une persévération sur le mot coup. Et là, on met en ralenti. Le coude. Ah, bien. Bravo, Rémi. Super. Oui, tu vois? Enthousiasme, justifié. Une jeune à qui on montre. Écoute bien. Aurélie, lève-toi et tape dans tes mains. Aurélie, fais ce que Claire demande. À moitié de la consigne, elle a entendu le début. On le refait. Écoute bien ce que Claire demande. Aurélie, lève-toi et tape dans tes mains. Très bien, Aurélie. Bravo. Elle est contente, on lui a donné l'opportunité, donc, en étirant la consigne comme un chewing-gum, on a permis d'entendre, donc, de faire d'une consigne complexe, de faire en fait deux consignes simples, mais enchaînées. C'est pas deux consignes séparées. Alors, on a donc ensuite fait un travail auprès d'enfants d'hôpital de jour qui avaient tous les quatre un autisme sévère, et on les a donc entraînés ou exposés à raison de 10 séances d'1 heure sur 3 mois à des séquences donc,
ralenti, tout était au ralenti. Et on observe donc, alors on voit pas très bien, que la communication verbale en bas à droite n'évolue pas chez aucun des 4 enfants. En revanche, au cours des séquences, donc de 1 à 10, la réciprocité sociale s'améliore chez les 4, la communication non verbale et l'attention visuelle et auditive augmentent de manière significative donc chez les 4 enfants. Également, on observe chez les 4 enfants une diminution donc des comportements inappropriés. Donc ça vient de paraître. Et chez 4 enfants, donc on va vous montrer quelques petites séquences aussi. Alors une séquence de réaction et de contagion émotionnelle, c'était la 7e séance pour cet enfant. Elle regarde une séquence du Roi Lion, donc au ralenti. C'est quand le roi tombe. Qu'elle réagit, hein, mais de manière à la limite relativement appropriée au niveau émotionnel. Juste la diffusion tonique de son émotion est atypique, c'est vraiment un signe autistique, donc un débordement émotionnel. Ça peut être soit l'anxiété, ça peut être un excès de joie aussi, une joie qui se manifeste comme ça par cette sérotypie, mais elle ne décroche pas visuellement. Reste quand même intéressée et elle se recompose là une fois que le drame est arrivé. De l'imitation gestuelle chez cet enfant donc, qui à la 8e séance est progressivement montré de plus en plus d'imitation. Très bien Karim. Ce qui est intéressant, c'est non seulement qu'il imite, mais aussi qu'il fait référence visuellement à la psychologue qui fait le travail d'expérimentation. Il vérifie, il regarde, il tient compte, hein, donc ça n'enferme pas, hein, parce qu'on dit que l'ordinateur ça peut enfermer les enfants. Oui, si on leur laisse, et comme à tout enfant, entre les mains des heures durant, ils risquent effectivement de l'utiliser, mais là, c'est pas pour s'enfermer, c'est pour essayer d'interagir aussi d'une certaine façon. L'imitation faciale, tout en ralenti aussi. Oui. Oui, très bien Karim. Voilà, donc il regarde aussi, il essaie d'imiter, bon, il ne tire pas la langue, mais au moins il y a l'ouverture de la bouche et une réelle tentative de bonne volonté de sa part. À la 8e séance, un 3e enfant, regardez comment donc on voit qu'il est très motivé, qu'il a du plaisir et qu'il se synchronise donc corporellement et vocalement à la comptine donc présentée au ralenti. Alors, on a été engagé ensuite depuis 2012, l'étude s'est terminée en 2014, donc on est en train d'essayer de publier les résultats. Des enfants avec TSA, un groupe de 23 enfants donc, avec TSA, d'âge moyen 58 mois, de filles 21 garçons, 3 avec autisme léger, 8 modéré, 12 sévère. Et ces 23 enfants vont être séparés ensuite donc, en 2 groupes, un groupe de 12 enfants qui bénéficie à raison d'une fois par semaine d'une séance d'orthophonie dans laquelle Logiral est utilisé, ce logiciel de ralentissement. Un groupe contrôle qui est composé de 11 enfants qui ont des troubles autistiques, qui sont appariés le plus possible, au niveau genre, à niveau de développement, etc. Et qui a une séance d'orthophonie mais sans Logiral, et ce sont tous des orthophonistes, on va dire, relativement aguerris à la question de l'autisme, qui utilisent des méthodes augmentatives, alternatives de communication. Ces 23 enfants vont être évalués à T0, T1, T2, c'est-à-dire à 0 à 6 mois et à 1 an, vont être évalués au niveau du
leur développement, de leur capacité fonctionnelle à travers différents tests et épreuves. Ils vont bénéficier de mesures oculométriques, l'eye tracking dont je vais parler juste après. Et après chaque séance, une évaluation par des orthophonistes et tous les mois, une évaluation des parents. Et 29 enfants ayant un développement typique, de même âge, développemental, etc., chronologique, excusez-moi, ça fait toute la différence, qui vont être évalués en oculométrie, donc à T0, donc à la ligne de base. Donc, juste un rappel de toutes les mesures, la batterie de mesures développementales et fonctionnelles, PEP3, Vineland et VIP, qui est un test de vocabulaire, des échelles de socialisation de Vineland, des reconnaissances des émotions et des tâches d'imitation créées à partir de batteries connues, mais spécialement pour la recherche, et puis des tests de théorie de l'esprit dont on vous a parlé ce matin. Et on évalue également les comportements inadaptés. Qu'est-ce qui ressort de cette étude sur donc, 12 mois? Il ressort que les enfants ayant le logiral sont les seuls à avoir une augmentation significative de leur score d'imitation. L'évaluation a été faite en aveugle par la psychologue qui ne savait pas quel enfant bénéficiait, quel enfant ne bénéficiait pas. Ces évaluations donc, portent sur ces batteries d'imitation. On voit que seuls les enfants du groupe avec logiral ont une belle progression de leurs compétences imitatives, ce qui n'est donc pas le cas des enfants qui n'ont pas logiral. Sur la question des comportements inadaptés, seuls les enfants du groupe avec logiral ont une diminution de leur comportement inadapté. Au cours du temps, on le voit aussi assez clairement sur ce schéma. Enfin, sur la communication, on observe que les deux groupes, avec et sans logiral, ont de meilleures capacités communicatives en mesure indirecte. En mesure directe de la communication réceptive, les deux groupes évoluent aussi. Avec et sans logiral, leur communication expressive s'améliore, mais indirecte. Avec, au niveau cognition verbale, les deux groupes s'améliorent, et donc des proportions presque similaires. Il y a une seule mesure qui les différencie, la mesure directe de la communication expressive, qui s'améliore dans le groupe avec logiral et pas ici. Les autres tests, alors ça c'est une bonne nouvelle pour l'orthophonie, c'est-à-dire que la communication sur une année a progressé de belle manière chez tous. Il y a un petit avantage avec logiral sur la communication expressive, ils sont donc un peu meilleurs. Je vous parlais de mesures oculométriques, donc c'est une mesure des mouvements oculaires. C'est assez simple d'utilisation, en tout cas ce matériel d'oculométrie, ça se présente comme un écran en fait, d'ordinateur et en bas de l'écran il y a des petites diodes infrarouges qui permettent de capter les mouvements oculaires et l'exploration visuelle de la personne qui est en face, à qui on présente, et c'était ces enfants, une histoire, l'histoire des 3 petits cochons. Je vous montre un petit exemple, découpé en plusieurs scènes, et on présente aléatoirement l'histoire des 3 petits cochons, soit en temps réel, à vitesse temps réel, soit ralenti à 30%, soit ralenti à 50%. Et on enregistre le nombre, le temps et la durée moyenne des fixations visuelles sur chacune des scènes. La scène visuelle, c'est ça, et également sur 4 zones d'intérêt qui sont la bouche, ici, les yeux, le visage avec les cheveux sans les yeux et sans la bouche, et la zone hors visage. Alors, un petit exemple, ça va marcher. Donc, quel effet ça produit? Le loup, énervé, frappe à la porte de la maison de Nouf Nouf. « Gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non !» répondent les 3 petits cochons. « Alors, je vais souffler et votre maison s'envolera. » Il gonfle ses joues, souffle de toutes ses forces, mais la maison en pierre ne s'envole pas. Le loup, énervé, frappe à la porte. Pour ceux qui connaissent Car Interdit, je dois regarder un début assez rapide. Énervé, un peu moins vite. Frappe à la porte de la maison de Nouf Nouf. Ralenti 30%. Gentil petit cochon, je peux entrer? Bon, on voit bien la différence. Et maintenant, ralenti de moitié, donc 2 fois plus lentement. Le loup, énervé, frappe à la porte de la maison de Nouf Nouf. Gentil petit cochon, je peux entrer? On n'a pas très envie là de l'ouvrir.
Et donc, on voit notamment, on entend surtout que la voix n'est absolument pas défendue, donc l'identité de la personne n'est pas compromise, on peut très bien la reconnaître. Alors ensuite, au niveau de l'exploration visuelle avec l'oculométrie, donc sur ce visage, je vous rappelle qu'on voit qu'est-ce qu'ils observent. On observe que les enfants avec TSA versus les enfants typiques fixent plus longtemps la zone en dehors du visage. Ça recouvre d'autres informations qu'on connaît, d'autres études. Ils fixent moins longtemps la bouche, ils fixent moins longtemps le visage en général. Par contre, ils fixent autant la zone des yeux, ce qui peut être surprenant par rapport aux études d'Annie, notamment chez les tout petits, qui est donc cheval de bataille, et puis cliniquement on le voit, moins d'intérêt pour la zone des yeux. Mais on va comprendre que l'âge des enfants est nettement différent, que c'est une comptine où l'importance de l'histoire compte d'autant plus qu'on a la capacité de comprendre l'histoire et donc de faire plus attention à la bouche. Donc c'est pas forcément qu'ils regardent tant moins les yeux qu'ils regardent plus la bouche. Et on va voir de quelle manière. Grâce au ralenti, on voit qu'à T0 toujours, la durée moyenne des fixations est plus longue sur les scènes très lentes que sur les scènes en vitesse temps réel. Et c'est vrai aussi, notamment, sur la zone de la bouche. C'est-à-dire la durée moyenne, il passe plus de temps en moyenne, chaque fixation visuelle est plus longue en moyenne quand c'est ralenti sur le visage, sur la scène visuelle et sur la bouche. Ensuite, chez 3 enfants autistes légers, donc qui ont la capacité de comprendre l'histoire, donc qui sont plus motivés pour regarder, explorer le visage, on voit que il y a une augmentation en fonction du ralentissement, une augmentation du temps de fixation sur le visage. On ne voit pas une grande progression, mais les différences sont significatives également sur la zone de la bouche. Donc un temps total de fixation plus important, et toujours chez ces 3 enfants, une durée moyenne de fixation sur les yeux et sur la bouche qui augmente. Et là, on est toujours à T0 avant que les séances d'orthophonie avec le Giral aient été faites. Maintenant, au niveau de l'évolution de cette exploration au cours du temps de l'étude, donc entre T0 et 12 mois, on voit que seuls les enfants du groupe avec le Giral ont une augmentation du nombre de fixations sur le visage et sur les yeux. On observe que seuls les enfants du groupe avec le Giral ont une augmentation du temps de fixation sur le visage, sur les yeux et sur la bouche. En conclusion, le ralentissement audiovisuel semble permettre aux enfants autistes, ici et maintenant, c'est-à-dire quand on le fait tout de suite, c'est-à-dire qu'un enfant autiste, certains enfants autistes, tout de suite, même sans entraînement avec le Giral, ils vont avoir plus d'exploration de la scène visuelle s'il est ralenti. Faites l'expérience, vous allez voir, je ne vous dis pas que c'est pour tous les enfants, bien entendu, mais certains enfants vont se montrer nettement plus intéressés, et ce ralentissement permet aussi, au cours du temps, alors de regarder davantage les scènes et de stabiliser le regard sur les zones du visage, de la bouche et des yeux, et d'avoir ainsi accès à des informations que l'on considère évidemment, à juste titre, comme cruciales pour l'imitation faciale, vocale, verbale, gestuelle, le décodage des expressions faciales et la résonance émotionnelle, le fait d'être synchrone au niveau émotionnel, et la lecture sur les lèvres, la synchronisation audiovisuelle, donc entre les mouvements des lèvres et les sons perçus auditivement, et la compréhension et l'expression du langage. Désolé Valentin, il manque une petite apostrophe là. Perspective de ce travail, donc, je pense qu'on pourrait s'en servir pour l'intervention et la détection précoce. Ces troubles de détection des mouvements rapides ou cette aversion aux mouvements rapides peut être observée, à mon avis, assez tôt au cours du développement d'un enfant, peut-être soit à risque autistique, soit peut-être un jour faire partie de cet examen du 4e mois, du 9e mois, etc. Pourquoi pas? Je ne fais pas de pub autour de ça, mais je pense que à terme, ça pourrait vraiment aider à repérer très tôt des anomalies de suivi de regard, et que peut-être, si très tôt on ralentit les informations, on
on peut peut-être éviter pas mal d'incompréhension et de séquelles dans pas mal de domaines, en tout cas d'aggravation du tableau. On n'empêchera pas l'autisme peut-être d'arriver s'il est très fortement programmé génétiquement, qu'il y a des anomalies de la substance blanche, enfin différentes anomalies neurobiologiques, mais peut-être qu'on pourra éviter des conséquences fâcheuses. Intérêt et limite du ralenti à étudier, bien sûr, pour l'apprentissage du langage oral, donc plus finement, et écrit. Une doctorante étudie l'effet du ralentissement du geste graphomoteur sur la capacité de l'enfant à imiter et reproduire, donc chez les enfants et chez les adultes, avec TED. L'utilisation écologique et domestique. De nombreux enfants, de nombreuses familles dans nos départements, mais ça commence à se répandre, commencent à l'utiliser donc à la maison pour leur enfant, à regarder des films, des séquences. On continue à chercher aussi le meilleur ralenti, le ralenti optimal pour chaque enfant ayant son propre tempo perceptif. Donc il ne s'agit pas d'appliquer la même recette à tous, je disais aussi un peu ce matin, mais d'essayer, grâce à une analyse fine, de repérer ce qui va faire le plus de bien à l'enfant, et en l'occurrence, le rythme qui sera le optimal pour lui. Tester l'ogiral aussi avec d'autres enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux différents. On sait que la théorie temporelle de la dyslexie, la dysphasie de Paul Attalal aux États-Unis repose sur cette idée que les sons vont trop vite, donc elle a ralenti les sons. Donc ça peut bien sûr leur servir. Les enfants aussi TDAH qui sont très, très labiles au niveau attentionnel pourraient bénéficier de ça aussi. Et avec les adultes, qu'il ne faut pas oublier, améliorer leur compréhension verbale, du langage verbal, corporel, émotionnel, aussi permettre de décoder plus facilement des interactions sociales, émotionnelles. Et on y pense aussi pour la conduite automobile, pour apprendre dans des environnements ralentis, puis progressivement accélérer la vitesse pour la rendre évidemment en temps réel, puisque ce n'est pas dans le monde réel que les gens vont ralentir, ça se saurait. Mise en ligne gratuite de l'ogiral sur tablette et PC, donc vous pouvez le trouver sur le centre Psyché, donc travaille Carole Tardy, celle qui héberge ceci, donc je vous engage à le noter, et aussi chez Auticiel, qui a un bouquet d'applications dont certaines sont gratuites, dont celle-là, puisque c'est le ministère qui nous a financé. Auticiel qui est une société informatique donc qui est basée à Paris et qui est assez active. Enfin, pardon. Oui, excusez-moi. J'avais oublié. Enfin, j'en parle aussi un petit peu dans ma pratique, de ce que je fais en pratique. Depuis quelques années, j'utilise de plus en plus le calme intérieur, la recherche du calme intérieur avec les personnes autistes qui sont très vulnérables au stress, qui ont beaucoup plus anxieuses que la moyenne. Je vous l'ai montré ce matin, une grosse comorbidité avec l'anxiété, le stress. Et donc je les inspire à essayer de ralentir leur respiration. Bon, leur geste c'est plus compliqué, mais au moins leur respiration, ce qui permet chez tout un chacun, et chez eux aussi, de diminuer la fréquence cardiaque, la tension artérielle, d'accroître la tension, d'accroître le calme, de leur permettre de ralentir leur débit aussi, de stabiliser un peu leurs états émotionnels, de mieux les contrôler, d'être plus disponibles dans l'échange aussi, j'ai remarqué, et ils synchronisent mieux dans l'échange après, c'est-à-dire ils ont une période de calme qui ne dure pas forcément très longtemps, mais c'est une discipline et c'est quelque chose que je recommande vraiment souvent. Et donc une meilleure inscription dans le temps, dans la temporalité, c'est-à-dire apprendre à écouter le rythme intérieur et s'ils ont tendance à courir après le temps comme cette Katia, cette course absurde contre le temps, eh bien ça leur permet d'être plus, de se recentrer sur
dans leur propre rythme et de voir de quoi ils ont besoin, et pas courir après en permanence, ou de rester, comme le disait Donna Williams, sur le bord de la route. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez quelques questions à poser au professeur Bruno Gebner, n'hésitez pas. Quelqu'un souhaite poser une question? Oui, alors il y a les relaxologues. J'adresse aussi pas mal aux sophrologues, même si elles ne sont pas du tout spécialisées. Elles sont généralement compétentes pour aider les enfants tout venant, donc avec des messages assez simples, de la visualisation, de la simulation mentale, qui peut servir à des enfants autistes, même, et des adultes, même assez sévères. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de compréhension et de montrer aussi, de faire sentir la respiration abdominale. Donc, c'est sophrologue, relaxologue, et je le recommande vraiment, même dans les certificats médicaux et les PH. Je le note, ça passe ou ça passe pas toujours. C'est important, même si c'est recommandé par l'HAS, Sacro-Sainte. Une autre question? Moi, je voulais savoir si les personnes, par rapport aux études que vous faites sur ce logiciel de ralenti, vous disiez que chaque personne était sensible à un ralenti, un rythme particulier. Pardon. Je voulais savoir si à un moment donné, elle pouvait progresser, que le rythme pouvait s'accélérer, ou voilà, comment ça pouvait s'évoluer, comment si vous aviez pu l'évaluer. Alors l'avenir le dira, on n'a pas encore assez de recul, bien évidemment. Là, on a une mesure chez certains enfants au cours de 3 mois, c'est totalement insuffisant. On a vu d'ailleurs c'est totalement insuffisant pour améliorer vraiment la communication verbale. Sur l'étude d'1 an, les orthophonistes, parmi elles, certaines ont spontanément, parce qu'on avait dit que c'était possible, chercher d'abord le bon tempo, 50, 70, 60, et puis certaines ont d'elles-mêmes augmenté le rythme, augmenté la vitesse, pas pour arriver à la vitesse temps réel, mais certains, sur 1 an, ont été capables d'être intéressés aussi, enfin, de mieux en mieux à des vitesses de plus en plus rapides. Alors, ce n'était pas le but, mais c'était observé par certaines orthophonistes, en effet. Donc, quand il y aura plus de recul, plus de temps, je pense qu'on pourra vous répondre. Je voulais savoir si vous êtes arrivé de vous occuper de personnes porteuses de trisomie 21 et à la fois ayant des troubles autistiques associés. Alors non, pour vous répondre non, parce qu'en fait quand on a utilisé, pas dans ces études-là, mais dans des études antérieures qui étaient expérimentales, qui n'étaient pas translationnelles, c'est-à-dire pas utilisation du ralenti, etc., de manière écologique et prolongée, quand on a utilisé un groupe témoin d'enfants typiques et d'enfants ayant un retard mental identifié trisomie 21, on avait dit est-ce qu'il n'est pas de trouble autistique associé. Donc je ne peux pas vous répondre. Mais il n'est pas impossible, vu le traitement aussi ralenti de l'information qu'on observe chez les personnes trisomie 21, chez certaines, il est possible que ça puisse leur être bénéfique également. Ma fille a 22 ans et maintenant, aujourd'hui, elle s'autorise à dire « Maman, je ne veux pas aller au cinéma, ça va trop vite. » Voilà. Donc vous pouvez lui donner... Alors il y a pas mal de témoignages spontanés après des conférences comme ça de personnes, même à l'âge adulte, avancé, qui disent « Waouh, super, je vais pouvoir regarder enfin des films à mon rythme. » Donc oui, vous pouvez, au cinéma, on ne peut pas demander une projectionniste de ralentir, mais à la maison, c'est possible. Une autre petite question, si je peux me permettre. Je voulais savoir dans quelle mesure
quand une personne porteuse de trisomie 21 et qu'on a en plus des troubles associés, si, bon, parce que vous naviguez dans ce milieu-là, si on n'a pas tendance systématiquement à tout mettre sur le compte de la trisomie, et que du coup, bah, on ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut. Oui, alors, bon, il y a une forte, quand même, comorbidité, hein, trisomie 21, enfin plus que dans la population générale, donc une forte comorbidité, et je crois qu'il faut distinguer ce qui est de la déficience et ce qui est de l'autisme. C'est vrai que peut-être, c'est un petit peu l'image que je mettais ce matin de l'arbre qui cache la forêt, ou la forêt qui cache l'arbre. Je pense qu'il faut identifier patiemment tous les troubles. On peut avoir plusieurs diagnostics, il n'y a pas de... c'est plus difficile à porter évidemment, mais il faut identifier chaque trouble pour ce qu'il est et ce qu'il a comme conséquence. Donc je ne peux pas vous dire que c'est une... on ne peut pas en faire une généralité de ce que vous dites, mais je pense que oui, un arbre peut en cacher un autre, effectivement. Une autre question? Oui, moi je voudrais réagir par rapport à votre exemple de Katia. Ça m'interpelle par rapport à la situation d'un de mes élèves qui est très performant au niveau cognitif, qui a une douance, une précocité intellectuelle associée à un syndrome d'Asperger. Il est donc très performant, néanmoins, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait des connaissances, qu'il maîtrise, et au moment où il doit rédiger, il n'y a plus rien. Il y a comme une amnésie. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'on attend de lui, etc. Et est-ce que vous pouvez m'indiquer 2 ou 3 astuces ou 2 ou 3 techniques pour l'aider à dépasser ce blocage? On est à 2 mois du bac. Dans ma trousse, un secret magique. Bon, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a un problème d'amorçage, d'initiation. Il ne sait peut-être pas par quoi commencer, il y a trop d'informations, peut-être qui circulent, il y a peut-être toutes les réponses qui se bousculent au portillon, et comme souvent, du coup, le choix, la hiérarchisation est compliqué. Donc peut-être il faut l'aider à amorcer. Je pense qu'il faudrait l'aider à amorcer. Est-ce qu'il aurait une AVS lors du bac, par exemple? Pas d'AVS. L'élément qui va le stabiliser dans un environnement nouveau, inconnu, perturbant. Et il y a l'idée aussi que cette personne puisse l'accompagner en le faisant reformuler la consigne. Voilà. Dans les limites des compétences de la personne, parce que si je devais l'accompagner en allemand, par exemple, je serais infichue de lui faire reformuler une consigne. Oui, donc c'est pas tant le contenu que le contenant qu'il faut, on va dire, aider à comprendre, peut-être reformuler, et de dire par quoi tu dois commencer, à ton avis? Juste, ça ne l'aide en rien, enfin, il ne va pas lui donner la solution, l'accompagnant. Il va l'aider à cheminer à partir d'un début pour arriver à une fin. De hiérarchiser, sélectionner, peut-être planifier, organiser la séquence de ses réponses. Puisqu'il est doué, il faut aider à... On prend une dernière question, s'il y en a une. Oui. Merci. Moi, je travaille avec des enfants sourds qui ont des troubles autistiques. Et je voulais savoir si au niveau le logiciel pouvait aussi fonctionner avec la LSF. Si le logiciel pouvait fonctionner avec la langue des signes. Alors, madame, si vous filmez en train de faire des signes, vous pouvez passer sans problème. D'accord. Oui. Une étudiante de Lyon a travaillé avec des enfants autistes et ayant une cécité congénitale. Et c'était que sonore. Là, ça va être que visuel pour les enfants malentendants. Vous pouvez très bien le faire sans problème. Très bien. Merci. On va peut-être arrêter les questions là. On va passer après à la conférence suivante. Monsieur Bruno Gebner, on vous remercie pour votre intervention.